Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre sur notre plateforme Eventprod. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. Un invité exceptionnel dans votre émission Grand Témoin, Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale, président du Parti Renaissance républicaine. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après les ouragans politiques, les cyclones médiatiques, vous rompez le silence, vous publiez Sans bruit, un livre que vous décrivez comme un devoir de clarté. C'est une autobiographie, vous évoquez votre tendre enfance à Yoff et votre parcours scolaire de Yoff justement à Lyon. Le président Moustapha Niasse, qui a préfacé l'ouvrage, dit de lui qu'il ne caresse ni l'oubli ni le confort intellectuel. C'est une œuvre qui dérange autant qu'elle éclaire. Monsieur le ministre, commençons par ce qui a brûlé les lèvres de tous les Sénégalais, l'affaire des forces fonds Covid-19. Certains vous attendaient à la haute cour de justice. Pourquoi avoir préféré garder le silence jusqu'alors, alors que vous avez l'intime conviction de n'avoir rien à vous reprocher? Je vous remercie, Chérif, pour cette invitation et j'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter le groupe Eventprod pour le remarquable travail qu'ils y fait. Je pense que c'est tout à l'honneur du Sénégal et de ses ressources humaines. Aujourd'hui, c'est ma première sortie après Sans bruit. Absolument. Et cela me fait plaisir d'être devant vous pour en parler. Sans bruit, quand les Sénégalais voient effectivement cette production sortir, certainement, et ça j'en suis sûr, se disent qu'il y a du Covid dedans. C'est pourquoi cela ne me surprend pas de voir que c'est la première question que vous évoquez. Tout à fait. Oui, j'ai préféré, quand tout le monde parle, je préfère souvent me taire. Quand il y a beaucoup de bruit, je pense que c'est pas à ce niveau-là que les choses se clarifient. C'est quand le silence s'installe, quand la sérénité est là, que très souvent on écoute les arguments. C'est pourquoi j'ai quand même estimé que dans ce tumulte, il fallait effectivement laisser les choses se dire, étant entendu que seul le temps est le véritable bon juge. Donc, il était donc pour moi, dans le cadre de cet ouvrage, important de revenir sur un certain nombre de choses, sans être exhaustif d'ailleurs. Oui. Parce que pour moi, le plus important, c'était de toucher du doigt des questions essentielles qui méritent clarification, de toucher du doigt des questions importantes où on doit tirer des leçons, et le reste maintenant, laisser ça bien entendu donc aux Sénégalaises et aux Sénégalais, parce que, figurez-vous, les Sénégalais savent faire la part des choses. Oui. Effectivement, dans ce livre, il n'y a pas que l'affaire des fonds force Covid-19. Il y a beaucoup d'autres affaires qui ont aussi défrayé la chronique et on va en parler dans le détail. Mais restons sur ce sujet encore une fois. Vous décrivez un moment poignant où, en bon père de famille, vous préparez vos épouses et vos enfants à votre éventuelle arrestation. Vous avez même demandé à votre chauffeur de ne plus mettre la radio, c'est-à-dire la revue de presse que tout le monde écoute le matin, sur le chemin de l'école. Est-ce que ce moment où vous réunissiez votre famille pour tenir ce discours était le moment le plus difficile? Oui, c'était pas un moment évident parce que très souvent, en tant qu'homme public, généralement d'ailleurs je parle, et je le pense, pour le compte de tous les hommes publics et particulièrement les hommes politiques, on n'a pas l'impression des fois où on ne mesure pas suffisamment le poids que l'on fait supporter à notre entourage et particulièrement à notre famille. Et dans ce dossier Covid, je l'ai véritablement senti. J'ai senti que je pouvais peut-être comprendre, je pouvais résister, mais derrière, il y a une famille qui était là et qui, bien entendu, suivait tout ce qui se passait ou ce qui disait dans le pays. Oui. Et par conséquent, il fallait absolument, en un moment, donc s'arrêter pour mieux les armer, s'arrêter pour mieux les protéger, s'arrêter pour effectivement donc communiquer en interne en famille pour pouvoir les préserver. Oui. Ce moment-là était un moment très 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 difficile. Et si vous me le permettez, Chérif, je vais m'y revenir. Allez-y. Je vais même revenir. Et je disais effectivement, pendant que les spéculations animaient les plateaux et les chaumières,
je me suis préparé à toutes les éventualités. Un bon père de famille, par les mesures suivantes. J'ai envoyé un mémo détaillé de présentation du rapport à mon avocat. J'ai réuni mes épouses et mes enfants pour les préparer au combat. J'ai donné à mon entourage politique les arguments qui m'excluaient du champ de la justice dans ce dossier. Et ce point-là que je vais lire est important. J'ai demandé à mon chauffeur d'éteindre la radio pendant la revue de presse en amenant mes enfants à l'école. Oui. C'est important pour moi parce que, en tant que sachant, je pouvais, moi, me défendre psychologiquement, mais je ne pouvais pas mesurer l'impact que tout cela fait sur ma famille et particulièrement les plus jeunes. Oui. C'est pourquoi mon devoir de bon père de famille était naturellement de les protéger. Oui. Vous dites aussi, comment a-t-on pu oublier les sacrifices d'un père de famille qui avait fait don de sa personne au Sénégal en dirigeant les troupes jusqu'à affronter la première dose du vaccin Sinopharm? Ma question, c'est recevoir la première dose, est-ce un sacrifice ou un privilège? Ah, c'est une très bonne question. Très bonne question. En tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale, c'était une responsabilité et c'était véritablement le devoir du commandant en chef que face à l'inconnu, parce que fondamentalement, ce vaccin-là n'était pas à ce niveau-là de la riposte éprouvée pour savoir si c'était un vaccin efficace ou non, quelles étaient ses retombées au plan clinique. Mais en tant que responsable de la riposte, mon devoir était véritablement de dire le premier vaccin, c'est moi qui dois le prendre. Oui. En tout cas, je l'ai fait avec responsabilité et je l'ai fait avec énormément de plaisir. Très souvent, on oublie le contexte quand la vague est derrière nous. Mais au moment de prendre effectivement ce vaccin, il fallait absolument que celui qui dirige la riposte, et en l'occurrence... C'était un sacrifice alors pour... c'était plus une responsabilité, un devoir. Oui. Je ne l'aborde pas en termes de sacrifice. Oui. Parce que quand on fait un don de sa personne au pays, dans un contexte comme ça, on n'aborde pas les choses en sacrifice. On aborde les choses en devoir et en responsabilité. Oui. Et je l'ai assumé en toute responsabilité et avec énormément de plaisir parce que le Sénégal vaut plus que ça. Oui. Sur la partie maintenant de la gestion financière, parce que c'est là où se trouve le débat, qui avait intérêt à dévier le regard des Sénégalais pour qu'ils ne voient pas que les 1000 milliards de francs CFA n'étaient pas destinés spécifiquement à la lutte contre le virus, mais plutôt à éviter les conséquences économiques de la Covid-19. C'est une question que vous posez. Ça vous a paru bizarre? Du point de vue méthodologique, c'est une interrogation qui, bien sûr, pousse un peu à installer dans la conscience collective une logique dialectique. Parce que on s'interroge, oui. On s'interroge et on laisse le soin aux populations en général, aux Sénégalais, de répondre, ou en tout cas d'essayer de trouver les éléments de réponse. Donc, cette question-là n'est pas destinée effectivement de manière très précise à X ou Y. Oui. C'est vraiment une question dans l'air pour susciter de la réflexion dialectique. Oui, on doit pouvoir se poser cette question. Oui. Parce que fondamentalement, il s'agissait de 1000 milliards destinés à un programme de redressement économique. Et dans le pilier 1 de ce programme de redressement, il y avait naturellement la dimension santé qui a utilisé 45 milliards sur 1000 milliards. Oui. 45 milliards sur 1000 milliards, c'est important parce qu'il s'agit de deniers publics. Oui. Mais quand on en parle... 4,5%. Voilà. Quand on en parle de la manière dont on l'a présenté aux populations, on peut avoir l'impression que les 1000 milliards étaient destinés à la riposte sanitaire contre le virus, étaient destinés au ministère de la Santé. Alors que ce n'était pas le cas. Oui. Le ministère de la Santé a mobilisé 5% de ces 1000 milliards, à savoir 45 milliards. Donc, j'ai l'impression que quelque part,
on a voulu orienter un débat de manière assez pernicieuse. Les 1000 milliards, effectivement, c'était pour gérer les contre-coups socio-économiques de la crise. Mais clairement, je vais vous poser la question la façon la plus simple. En termes de faute de gestion, vous n'avez rien à vous reprocher? Mais pas du tout, Chérif. Je l'ai dit et je l'ai redit. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je félicite les auditeurs de la Cour, parce que très souvent, on leur fait un mauvais procès sur le rapport, alors que très souvent, c'est l'exploitation médiatique et assez politicienne des rapports qui dévie effectivement la compréhension de ces documents qui sont des documents techniques. Dans le rapport de la Cour des comptes, il y a des recommandations d'efficience. Une recommandation d'efficience, c'est si vous avez effectivement à le refaire, il serait mieux de le faire de cette manière pour être plus optimal. On va revenir sur les recommandations parce qu'il y en a deux qui sont problématiques pour vous notamment, mais sur votre gestion personnelle au niveau du ministère. Tout à fait. Vous dénoncez l'instrumentalisation d'un document technique, en effet, aussi dans le bouquin. Mais dans votre gestion des 50 milliards, des 45 milliards pour être précis, au niveau de votre département, tout a été géré dans les règles de l'art? Bien sûr, financièrement, il n'y a aucun problème. Je pense que la Cour, d'ailleurs, l'a dit de manière indirecte, parce que des différentes recommandations, bon, c'est des recommandations d'efficience qui ont été effectivement donc abordées, et ces recommandations d'efficience sont extrêmement importantes dans le rapport comme celui de la Cour. Faire mieux la prochaine fois, je pense que ceux qui ont l'habitude de travailler sur des rapports d'audit comprennent bien effectivement donc qu'un audit c'est recommandé pour l'efficience, mais recommandé pour la régularité. Donc au niveau de la gestion financière de ce dossier Covid, le ministère de la Santé n'a véritablement rien à se reprocher du point de vue de la régularité financière. Mais pourquoi vous vous attendez à être arrêté alors si vous n'aviez rien à vous reprocher? Non, je ne m'attendais pas à être arrêté. Jusqu'à réunir votre famille. Je le regrette. Je ne m'attendais pas à être arrêté. À une éventuelle arrestation, jusqu'à réunir votre famille. C'est écrit. Non. Je pense que si vous lisez le livre, bon, parce qu'on n'est pas là pour aussi relire toutes les pages de ce livre. Je disais en fait qu'en un moment, il y a eu une exploitation médiatique, juste après la conférence de presse des procureurs, qui faisait en réalité qu'on était en train d'orienter les choses d'une manière assez pernicieuse. Et je dis, et ça je le dis noir sur blanc, qu'en bon père de famille, je dois me préparer à toutes les éventualités. Toutes les éventualités, y compris les éventualités pernicieuses. Autrement dit, ce n'est pas parce que l'on se reproche quoi que ce soit, c'est parce que on est prudent, et quand on est prudent, on travaille dans des hypothèses pessimistes des fois, tenant compte, bien entendu, de toutes les situations qui peuvent arriver. Donc non, j'ai jamais pensé dans ce dossier qu'il pouvait être question de moi, parce que fondamentalement, je fais confiance à la justice de mon pays, et ça je l'ai dit et redit, parce que fondamentalement, dans le rapport technique de la Cour, il n'y a rien qui me concerne, et les Sénégalais qui ont lu les 180 pages le savent très très bien. Donc non, il y avait une sérénité totale à mon niveau, mais en bon père de famille, je devais protéger tout mon environnement et particulièrement ma famille. On va rentrer dans le détail et évoquer ces recommandations. Je rappelle que vous êtes un économiste, vous voyez biologiste, mais finalement vous êtes un économiste. Vous vous insurgez contre quelques recommandations de la Cour des comptes. L'exemple de la recommandation numéro 1, la Cour recommande au ministère des Finances et du Budget à l'avenir de faire appliquer les dispositions prévues par le Code des marchés publics en cas d'impérieuse nécessité et d'extrême urgence, ou à défaut de définir un minimum d'encadrement dans la mise en œuvre des procédures de passation de marché. Ça, c'est la recommandation de la Cour. Et vous dites qu'en ayant géré la crise sanitaire la plus dangereuse à ce jour, vous ne pouvez pas comprendre une telle recommandation a posteriori. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je comprends la recommandation, et je la comprends parfaitement, mais je pense que cette recommandation est déviée de son sens. Déconnectée du contexte. Déconnectée du contexte et déviée de son sens. Parce que fondamentalement, pendant cette crise, ce qui a motivé à ce que
permettent effectivement donc la gestion de la crise dans l'urgence en donnant effectivement une dérogation par rapport à certaines contraintes de la commande publique, c'est parce qu'il fallait y aller très vite, parce que il fallait éviter les morts. Et de ce point de vue-là, toutes les recommandations ou toute la stratégie devait tourner effectivement sur l'urgence. Autrement dit, la bonne compréhension de cette recommandation, c'est il faut y aller dans une logique de dérogation, mais prenez le soin effectivement de mieux encadrer effectivement cette dérogation. Prenez le soin de mieux encadrer effectivement donc tout ce qui est donc concurrence dans le jeu de la commande publique. Mais il n'a jamais été question, de mon point de vue, pour la Cour, de dire la dérogation au Code des marchés publics est une mauvaise chose. Donc, je pense à ce niveau-là que cette recommandation a été faite dans l'esprit de la Cour pour demander à ce qu'on encadre mieux la prochaine fois, mais les gens l'ont compris comme étant effectivement une recommandation qui interdit fondamentalement donc tout ce qui est dérogation au Code des marchés publics. Ça me pose un problème. Ça pose un problème. Il y a une autre recommandation, celle numéro 33, où la Cour enjoint au directeur de l'administration générale de l'équipement du ministère de la Santé et de l'Action sociale de rembourser la somme irrégulièrement payée à des personnes dites membres du Comité national de gestion des épidémies. Et vous dites que de toutes les recommandations faites au département, contenues dans ce rapport, relatives à la gestion des fonds force Covid-19, c'est celle-ci qui vous pose un problème de compréhension. Là aussi, je vais être assez prudent sur cette recommandation, ou en tout cas sur ma réponse par rapport à cette recommandation. Vous comprenez aisément que c'est un dossier pendant. Oui. Et puisque c'est un dossier pendant, je ne dois pas véritablement m'y aventurer, donc au risque de gêner donc la compréhension ou l'évolution de la chose au niveau de la justice. Je vais donc de manière très sommaire expliquer effectivement donc ma compréhension de la chose. Déjà, pourquoi ça vous pose problème? Parce que vous l'avez écrit dans le livre. Justement, je vais expliquer pourquoi ça me pose problème pour ne pas entrer dans le détail donc de la recommandation, étant entendu que cette question particulière est une question pendante. Ça me pose un problème de compréhension parce que le CNGE, dans un contexte de riposte, et particulièrement de la riposte sanitaire, devait être élargi parce que tel que ce CNGE a été configuré avant la riposte Covid, était configuré d'une manière assez classique, tenant compte bien sûr de crise sanitaire, j'allais dire, modeste. Mais la Covid, c'était une crise inédite. Et le CNGE configuré dans l'arrêté ne pouvait pas supporter la riposte Covid. Donc on a beaucoup travaillé sur son élargissement et sur le principe d'utilisation de l'ensemble des compétences et de l'ensemble des ressources humaines. Et je pense, honnêtement, que le DAGE, de ce point de vue-là, a quand même travaillé sur l'effectivité donc, du CNG, donc les ressources qui ont réellement travaillé à éclairer donc, la riposte, et non les seules ressources qui ont été donc, identifiées par l'arrêté. Donc le travail à ce niveau-là a été un travail de bonne foi, il n'y avait pas derrière une mauvaise foi. Et je pense que, de ce point de vue-là, il faut avoir l'idée de la prééminence de la réalité sur le théorique. Le théorique, c'est un CNG cadré sur une trentaine de personnes, mais ce CNG cadré sur une trentaine de personnes ne peut pas prendre en charge cette riposte globale. On pouvait valablement accepter l'idée de l'élargir et par conséquent de prendre en charge financièrement aussi toutes les ressources humaines qui ont travaillé à la riposte. Voilà la compréhension que j'ai de la chose et par conséquent, recommander de rester strictement sur le CNGE, donc sur la base de l'arrêté, peut poser a priori problème théoriquement, mais est-ce que quand on se projette dans le contexte d'alors, c'était pertinent de le faire? C'est pourquoi, à mon avis, ça vous pose vraiment problème. Pas bien compris cela, mais certainement,
Donc, puisque c'est un dossier pendant, Oui. je suis persuadé que ceux qui vont apprécier la chose en dernier ressort Oui. vont effectivement donc se rendre compte que dedans, il n'y avait que de la bonne foi. Oui, la rigueur du droit ignore souvent certaines exigences du management. Je ne vous le fais pas dire. C'est ce que vous dites en tout cas dans le bouquin, hein, c'est vous qui le dites. je ne vous le fais pas répéter. Oui. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent qu'un texte, il est général, un texte, il tient compte bien sûr d'une situation générique, Oui. mais à l'application, Oui. celui qui l'applique Il faut s'adapter. Doit tenir compte bien sûr de la finalité, du résultat. Oui. Et ici, le combat c'était se battre contre la mort. Oui. Oui. Et il fallait, dans certaines circonstances, tout faire Oui. pour cela. Parce que le temps ici, ce n'est pas de l'argent, c'est de la vie. C'est une phrase aussi que j'ai retenue dans ce bouquin. Vous regrettez d'ailleurs, toujours pour rester au département, l'interpellation du directeur de la prévention, le docteur Mamadou Ndiaye, à qui vous rendez hommage pour ses efforts surhumains au plus fort de la succession des vagues et des variants. En même temps, vous réglez aussi vos comptes avec le docteur Babacar Niang de SUMA, en direct sur la 7TV, qui avait affirmé avant de se rétracter que vous aurez remboursé à l'État des montants dans le cadre de la reddition des comptes. Et c'est ce qui est totalement faux, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Non, je ne règle pas les comptes avec le docteur Babacar Niang. Je suis véritablement pas de ce genre-là. Oui. Il fait partie de ces ennemis de la riposte. Je rétablis la vérité simplement. Oui. Ce qu'il a dit est archi faux. Donc, vous n'avez pas transigé, vous n'avez pas payé quoi que ce soit. Non, il le sait très bien, le Sénégal le sait, je le dis devant vous. Oui. Et ça, c'est archi faux. Son dossier, d'ailleurs, est actuellement pendant, parce qu'il y a une procédure qui le concerne, pour qu'il aille s'expliquer par rapport à ça. Donc, je ne suis pas dans une logique de règlement de compte du tout. C'est une rumeur qui avait beaucoup circulé aussi, hein, comme quoi Abdoulaye Diouf Sarr avait payé pour ne pas aller en prison. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Oui. Et je pense que, sans bruit, bien d'ailleurs, par rapport à l'ensemble de ces rumeurs, rétablir certaines vérités. Donc, pour revenir à Dr Ndiaye, je vais simplement dire que c'est un homme de très très grande dimension. Quand j'ai appris qu'il a été inquiété, effectivement, je me suis dit, c'est la rigueur de la procédure qui est ainsi, mais je me suis dit, bon, est-ce qu'il ne fallait pas en amont, donc, apporter, bien sûr, une solution en termes donc, de médiation, hein, pour éviter à ce que une figure comme Mamadou Ndiaye soit inquiétée pour 10 millions de francs. Oui. Alors que, ça, je le pense sérieusement, qu'il n'est pas à 10 millions de francs près. Et ce qu'il a apporté à la riposte, et particulièrement à la prévention et à la stratégie de vaccination, mérite énormément de respect. Oui. Loin de moi maintenant, l'idée de penser que un spécialiste ou un scientifique d'une certaine dimension ne doit pas être interpellé s'il y a lieu de le faire. Absolument. Ça, ce n'est pas mon propos du tout. Oui. 1 franc donc, de deniers publics et 1 franc qu'il faut toujours justifier. Mais je pense quand même que par rapport à certaines personnes, il y a lieu en amont de réguler, il y a lieu en amont de faire des médiations pour y voir plus clair avant de les exposer à la vindicte populaire comme cela. Oui, avant de sortir du secteur de la santé, les syndicalistes également en ont pris, notamment le SAMES. Vous n'avez jamais compris, dites-vous, comment le SAMES pouvait inscrire dans ses plans d'action de grève la centralisation des urgences. Ça passe pas pour vous. Je suis un adepte du syndicalisme vrai. Je suis effectivement moi-même dans l'âme un syndicaliste, parce que dans une autre vie à la SNHLM, j'étais membre de l'UNSAS. Mais à ce niveau-là, je sais aussi que c'est le syndicalisme qui fait bouger les choses. Marx dit dans ses écrits que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Cela veut dire quoi? Que dans la dialectique, il faut de la contradiction.
Mais la santé est assez compliquée. Là où j'invite à ce que le SAMES revoie sa stratégie syndicale sur un point, c'est sur la gestion des urgences. Parce que, pour moi, quand la vie est en jeu, il faut absolument donc se mobiliser. Et de ce point de vue-là, si j'avais à demander à l'État du Sénégal, c'est de donner effectivement aux médecins, de manière générale, un statut spécial qui ferait en sorte que le droit de grève soit compensé. C'est-à-dire poser vraiment le débat sur le droit de grève. Poser le débat sur le droit de grève. Et je pense quand même que les médecins peuvent valablement comprendre cela, qu'il y ait un statut spécial qui leur donne une indépendance et une autonomie au niveau financier et au niveau des conditions matérielles pour compenser leur droit de grève. Là, c'est vraiment un plaidoyer fort que je fais parce que je sais qu'à ce niveau-là, il doit y avoir une permanence de l'activité. Encore une fois, je répète donc mon plaidoyer, donnons suffisamment de statut en termes donc de conditions financières et matérielles de travail aux médecins pour que ces médecins-là acceptent d'oublier leur droit de grève pour assurer aux populations en général une permanence du service médical. Le tournant décisif dans la gestion de la crise Covid, dites-vous, c'est la validation par le président Macky Sall d'utiliser toute la production nationale d'oxygène pour le traitement des malades dans les CTE. L'oxygène qui est le deuxième poste de dépense dans les structures hospitalières. C'était vraiment le tournant décisif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'était un tournant décisif? Oui, c'était un tournant décisif parce que c'était quand même un moment très important de la riposte. Nous savons que la gestion de la Covid avant le vaccin reposait énormément sur l'oxygène parce que tous les cas graves devaient être traités par l'oxygène et malheureusement on était dans une situation où il fallait absolument donc prendre une décision parce que la succession de variants faisait que nos CTE commençaient à se remplir et il y avait en un moment un déficit d'oxygène. Il fallait arbitrer entre l'utilisation de l'oxygène par l'industrie ou son utilisation par la santé. Et à ce niveau-là, le président Macky Sall a été extrêmement clairvoyant, courageux, en termes donc de prise de décision responsable pour dire on s'arrête et on utilise toute la production d'oxygène du pays et qu'on l'oriente au niveau de la santé. J'ai été à ce niveau-là responsable de cela et la tutelle de certaines structures, la tutelle de fait, me revenait et je travaillais directement avec des structures comme Air Liquide, comme Sengaz, etc. parce que ce sont ces structures-là qui faisaient effectivement l'oxygène. Oui, c'était un moment important, il fallait prendre la décision, on l'a fait. Et vous rendez hommage d'ailleurs aux dirigeants de ces structures. Mais bien sûr, c'est 4 structures qui ont contribué en citoyenneté, parce qu'il y a aussi de la citoyenneté d'entreprise, et qui, de manière très volontariste, avec beaucoup d'engagement, se sont mis à la disposition du ministre de la Santé pour qu'on utilise l'ensemble de leur production pour le Sénégal. C'est l'occasion d'ailleurs, à ce niveau-là, de rendre hommage à M. Madiambal Diagne. Parce qu'en vérité, il a été quand même un déclencheur de cela, parce qu'un courriel qu'il a reçu d'un patient nous a effectivement donc fait prendre conscience que la chose devenait grave et qu'il fallait très rapidement donc se réunir autour de cette question. C'est une lettre que je reprends dans le livre. C'est intéressant de lire ce courriel. Oui, effectivement, c'est une patiente qui a écrit à M. Madiambal Diagne pour qu'il interpelle les autorités, en l'occurrence le président de la République, et que ce dernier vous a instruit de suivre cette piste. Oui, c'était une illustration de la gravité. Une illustration de la gravité de la chose et de l'importance de l'oxygène, même si ce n'est pas spécifiquement ça qui nous a quand même poussé à prendre la mesure. Mais ça a été important de le dire pour quand même noter que la chose était très importante et les patients
tenait à ce que cette question de l'oxygène soit réglée. Que vous inspire, puisque vous en parlez, la situation de M. Madiambal Diagne, justement, qui est aujourd'hui en France? Le Sénégal demande son extradition. Que vous inspire cette situation qui, semble-t-il, peu ou prou, crée des incidences diplomatiques entre la France et le Sénégal? Bon, moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'incidence diplomatique à ce niveau, hein, parce qu'il faut quand même faire la part des choses. Hein. La justice française est en train de travailler dans une logique d'indépendance, est en train d'instruire un dossier au plan judiciaire. Il ne faut pas effectivement donc penser que le travail de la justice française lie en réalité l'État français. Les relations entre l'État donc français et l'État du Sénégal, ce sont des relations entre deux États, mais on sait très bien que dans une logique de séparation des pouvoirs, il ne faut pas qu'il y ait une interférence donc de ce qui se fait au niveau judiciaire dans les relations avec les États. Oui. Donc pour vous, à ce niveau, il n'y a aucun problème? Si on est responsable et si on est mature... Parce que le Sénégal demande l'extradition de M. Madiambal Diagne qui doit faire face à la justice. Je pense que le dossier est en cours, oui, au niveau judiciaire. Oui. Le Sénégal, donc, est en train d'attendre. Et je pense quand même que c'est à la justice française de se déterminer. Oui. Il ne faut pas que les décisions de la justice française soient interprétées comme étant effectivement des actes de l'État français vis-à-vis du Sénégal. Très bien. Vous évoquez dans ce livre des sujets qui font écho justement à l'actualité, notamment la gestion des finances publiques. Le débat sur la dette cachée tient en haleine les Sénégalais depuis septembre 2024. Vous dites que le débat mérite mieux qu'une caricature qui oppose systématiquement dette à vertu. Quelle est votre lecture d'économiste? Avez-vous une pensée de sortie de crise? D'abord, j'aimerais, en tant qu'économiste, évoquer la question de la dette elle-même. De votre gouvernement à cacher? Pour faire une clarification. Clarification parce que très souvent on aborde la dette comme étant une mauvaise chose. Alors qu'en réalité, dans une stratégie financière d'un État ou d'une entreprise, la dette peut être utilisée comme étant un instrument donc, de pilotage stratégique, un bon élément de développement d'une entreprise. Donc, réglons cette question d'ores et déjà, parce que on est en train d'envoyer donc à la dette une connotation négativement chargée. Est-ce que notre gouvernement a caché, oui ou non, pour donc rebondir sur votre pic? Je ne le pense pas, honnêtement. Je ne le pense pas. Je ne pense pas que dans l'idée... Tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que... Je vais terminer, oui, hein, parce que nous sommes dans une analyse. Tout à fait, oui. Donc, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que, à ce niveau-là, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les États, donc, font de l'ingénierie financière et de l'ingénierie de la finance publique. Par conséquent, il faut absolument se dire, est-ce que réellement la dette du Sénégal qui a été revue, donc qui en un moment a été indexée comme étant une dette cachée, est-ce que ce qui a été avancé n'était pas avancé à des fins politiques, pour ne pas dire politiciennes? Mais même le FMI aujourd'hui parle de dette cachée. Je vais revenir sur le FMI. Oui. Aujourd'hui donc, il faut savoir que ce qui a déclenché, c'était véritablement un propos assez politique, pour ne pas dire un propos politicien. Maintenant, dans la structuration donc, de la dette cachée, il faut absolument qu'on aille regarder le contenu. Moi, je suis de ceux qui pensent que le FMI, avec le Sénégal, travaillait effectivement sur un référentiel qui, bien entendu, mettait en face du Sénégal des experts. Et ces experts du FMI, ça je le pense honnêtement, a posteriori, ont une analyse de la situation qui indexe le Sénégal. Mais dans la gestion même de la dette, dans la gestion même du stock de la dette, je ne pense pas que ces experts du FMI étaient dans une posture d'ignorer... De connivence? Je ne dis pas de connivence. En tout cas, je ne pense pas qu'une organisation aussi importante que le FMI puisse être dans une posture d'ignorer les techniques financières
utilisé pour avoir un certain niveau d'endettement qui était assez présentable par rapport à la communauté internationale et par rapport au marché financier de manière générale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans ce débat, les politiques ont beaucoup parlé, les chroniqueurs ont beaucoup parlé, mais on a rarement entendu parler les techniciens, les scientifiques et les hommes de l'art en matière financière. Et je pense qu'ils n'ont pas parlé parce qu'ils savent que les techniques utilisées pour imputer les ressources, les techniques utilisées pour éventuellement financer des actifs, sont des techniques effectivement donc connues de tous, assez orthodoxes, oui. Hein, et qu'on ne puisse pas donc parler comme ça de dette cachée sans bien sûr comprendre réellement la motivation scientifique des experts qui ont travaillé sur la question. Oui. Donc vous parlez d'ingénierie financière plutôt que de dette publique, de dette, de dette cachée. Je ne pense pas qu'il y ait dette cachée. Je pense que le Sénégal, sur la gestion financière de l'exercice Macky Sall, a travaillé en utilisant bien entendu des stratégies financières, de l'ingénierie financière, des techniques financières que a posteriori on a qualifiées de dette cachée, mais il faut, à mon avis, laisser la parole aux techniciens pour expliquer certaines choses. Oui. Maintenant, où se situe la clé de l'embellie économique selon vous? Quel levier faut-il actionner pour que le pays retrouve sa trajectoire économique positive? Parce que depuis l'annonce de cette dette cachée, on sait tous que nous sommes dans une spirale plutôt négative. Mais il faut à mon avis, réinstaller la confiance. Parce que c'est dans la confiance que nous pouvons, bien entendu, reprendre la trajectoire économique, la bonne trajectoire économique. Et ce que moi j'appelle confiance, c'est la confiance des marchés. Oui. On a tellement parlé du Sénégal, on a tellement spéculé sur cette question de la dette cachée et sur l'utilisation de méthodes non orthodoxes, que les marchés, qui sont des marchés efficients, qui reçoivent des signaux et les interprètent en termes de risque, sont assez frileux par rapport à notre pays. Ouais. À mon avis, il faut rétablir la confiance. Rétablir la confiance, c'est faire en sorte que, bien sûr, dans une bonne stratégie de restructuration Oui. de la dette, faire en sorte que les partenaires du Sénégal, et particulièrement les partenaires financiers du Sénégal, Oui. reviennent et que les marchés, surtout les marchés financiers internationaux, nous fassent confiance. L'accord Je pense- avec le FMI indispensable, est-ce que ce n'est pas le préalable? Tout le monde veut cet accord aujourd'hui. Le président de la République l'a dit et répété, mais aujourd'hui ça bloque. Que pensez-vous de ce dossier principalement? Mais ce dossier est un dossier qui est essentiel pour nous. Le Sénégal est membre du FMI et le FMI est la clé de la confiance internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel pour nous de revenir effectivement à la table avec le FMI, de réinstaller la confiance entre nous et le FMI, parce que l'ensemble des partenaires financiers écoutent directement ou indirectement le Fonds monétaire international. C'est vraiment la clé de la confiance internationale sur le plan financier. Oui. Et je pense que notre pays gagnerait à rapidement régler cette question. Et la structuration fondamentalement qui est demandée n'est pas toujours une mauvaise chose. Il faut juste que dans la stratégie de structuration, que notre État mette devant les intérêts du pays dans les négociations essentielles qu'il faut avoir avec les différents partenaires, et particulièrement les FMI. Les Fonds monétaires internationaux. Vous avez cette proposition de réforme. Vous proposez de réformer la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 sur la transparence pour installer la représentation nationale dans la procédure de validation du rapport de l'État des finances publiques après l'élection d'un nouveau président de la République. Comment cette innovation garantirait une transition économique lucide et fondée selon vous? Je pense qu'à ce niveau-là, c'est important parce que dans le débat qui a suivi cette affaire de dette cachée, on s'est rendu compte
que l'origine du débat, c'était le rapport IGF. Absolument. Le rapport IGF était un rapport commandé par l'État, s'adossant sur la loi de 2012. Et cette loi qui demande à ce que, à chaque fois qu'on change de régime, qu'on fasse le point de la situation financière du pays. Je pense que cette loi mérite à être réformée pour qu'il y ait un processus de revue qui soit inclusif. Un processus de revue inclusif, c'est une revue qui ne dépend pas seulement de l'IGF, mais une revue qui dépend de l'IGF, oui. mais dans sa collaboration avec le législatif. Un rapport certifié quand même par la Cour des comptes. À mon avis, ce dossier, non, la Cour des comptes, c'est le domaine judiciaire. Oui. À mon avis, ce dossier, avant d'arriver à la Cour des comptes, mériterait d'avoir une logique plus ou moins contradictoire, soit dans un débat parlementaire ou bien dans un échange d'opinion avec le régime sortant. Oui. Ça donnerait plus de crédibilité et de force au document que recevra la Cour des comptes, parce que l'ensemble des arguments, qui peuvent être des arguments contradictoires, vont y figurer. Oui. Ça pouvait, bien entendu, nous économiser ce débat qu'on a eu après, parce que ça allait être un débat bien avant le travail de la Cour des comptes. C'est la réforme-là que je demande, oui. Pour que le processus ne soit pas un processus unilatéral d'évaluation par l'État à travers l'IGF et une certification de la Cour des comptes seulement, qu'il y ait une logique contradictoire et une logique de débat bien avant, parlementaire. Bien avant le dépôt au niveau de la Cour. Vous avez cette pique sur le nouveau référentiel Sénégal Horizon 2050. Vous dites que la cosmétique a été relookée, mais vous ne voyez pas de chamboulement majeur. Vous ne donnez pas de crédit. Si, bon, moi je pense que je ne suis pas dans une logique de ne pas donner de crédit. Je veux simplement dire que je n'y vois pas dans ce référentiel quelque chose de très différent de ce qu'il y a dans le PSE. Et cela, c'est tout à fait logique. Les problèmes du Sénégal, ce sont les mêmes problèmes. Les problèmes du Sénégal sont connus et ce sont les problèmes qui sont dans le PSE qu'on retrouve dans le référentiel Sénégal 2050. Oui. La méthodologie qu'on a dans le PSE, c'est à peu près la même méthodologie qu'on a dans le Sénégal 2050. Donc, ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas eu fondamentalement de chamboulement du point de vue stratégique. C'est ça que je dis et c'est extrêmement clair. Revoyez le PSE, mettez le PSE à côté de ce plan, vous allez vous rendre compte que la différence n'est pas très très grande. Oui. On va parler maintenant des questions politiques que vous abordez également dans ce livre Sans bruit, Abdoulaye Diouf Sarr. Et je parle de la défaite programmée de votre candidat. Programmée, c'est ce que vous mentionnez, de votre candidat, Amadou Ba. Vous posez plusieurs questions à ce propos. Vous avez cette phrase sibylline, mais pas vraiment, quand on se remémore l'ambiance politique dans laquelle nous étions à l'époque au sein même de votre camp, Benno Bokk Yakaar, entre les relations entre le président Macky Sall et son premier ministre et candidat Amadou Ba. Je vous cite, « Quand le silence s'installe au sommet, les rumeurs gouvernent à la base ». Que s'est-il passé donc pour que ce choix de raison ait évolué pour transformer une relation technique, toxique, qui s'est métastasée jusqu'à nous faire perdre le pouvoir au soir du 24 mars 2024. Est-ce que vous avez les réponses aujourd'hui avec le recul et après avoir écrit ce bouquin avec cette plume reposée? Non, moi j'ai pas de réponse. Je dis d'ailleurs dans le livre qu'il n'y a que Macky Sall et Amadou Ba qui peuvent nous dire ce qui s'est réellement passé. Donc j'ai pas de réponse. Je me pose beaucoup de questions dans le livre, mais j'ai pas spécifiquement de réponse. Oui. J'espère que les deux qui peuvent aujourd'hui informer les Sénégalais sur ce qui s'est réellement passé pour que l'on vive une élection présidentielle mal organisée par notre camp, oui. Pour que notre candidat fasse une campagne assez laborieuse que celle. On sent votre amertume. Moi, je pense quand même qu'à ce niveau-là, je resterai toujours sur ma faim par rapport aux réponses. Et pourtant, vous dites que vous avez posé la question aux deux principaux concernés. Naturellement. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? La réponse aux deux niveaux, c'est toujours une réponse diplomatique. C'est pourquoi j'attends toujours, véritablement, comme tous les Sénégalais,
de comprendre ce qui s'est réellement passé. J'ai pas eu, des deux côtés, une réponse qui m'orientait vers des difficultés, alors que la réalité, elle était là, évidente qu'il y avait problème. Mais ils ont préféré être diplomatiques, être politiquement corrects, que de me donner les raisons de leur bruit. Mais il était manifeste, il y avait bruit à ce niveau-là. Rappelons que vous étiez candidat avant de laisser donc avant que le choix de Amadou Ba soit acté par le président Moustapha Niasse, qui était chargé de vous recevoir. Que s'est-il réellement passé pour que le Conseil constitutionnel essaie d'imposer au président de la République une date de l'élection en dehors de ses compétences? Vous vous posez également cette question. Je pose énormément de questions. Absolument, mais c'est pour ça que moi, je répète les questions pour essayer de voir est-ce qu'avec le recul, vous avez eu des réponses. Je me pose énormément de questions. Oui. Si je me pose, c'est une période extrêmement compliquée. Si je me pose des questions à ce niveau-là de mon engagement intellectuel à travers un livre, c'est que ce sont des questions que je pose de manière générale pour susciter effectivement le débat autour de ça. Mais votre avis, quel est votre avis? Mon point de Pourquoi Amadou Ba n'avait-il pas démissionné de son poste de Premier ministre pour se consacrer à sa campagne? Pourquoi le président Macky Sall a géré les fonds de campagne? C'est des questions que vous posez. Je n'ai pas dit en fait que le président Macky Sall gérait les moyens en tout cas. J'ai dit pourquoi notre candidat n'a pas géré les fonds de campagne, pourquoi il n'a pas démissionner. C'est des questions que je me pose. J'ai une idée par rapport à ce que moi, j'allais faire si j'étais à sa place. À sa place, j'allais démissionner. Dès que je suis candidat, pour aller m'occuper de ma campagne. Quitter le gouvernement. Mais bien entendu. Parce que quand on est candidat à une élection présidentielle, on assume, on se libère et on va s'occuper effectivement des Sénégalaises et des Sénégalais. D'autant plus que les ministres proches de Amadou Ba ont tous quitté le gouvernement. Je dis donc, à sa place, c'est ce que j'allais faire. J'allais quitter le gouvernement, aller m'occuper de ma campagne. À sa place, j'allais travailler à avoir une maîtrise sur les moyens de ma campagne. À sa place, j'allais véritablement me rendre plus ou moins autonome pour pouvoir, bien entendu, m'occuper de la stratégie de campagne. Donc, toutes les questions que je me pose et que je pose, ce sont des questions liées effectivement à tout cela, parce que je n'aurais pas fait comme lui si j'étais moi candidat à l'élection présidentielle. Pas d'investiture non plus, ça aussi c'était quelque chose. Et ça a été quand même assez curieux de voir un candidat d'une grande coalition comme Benno Bokk Yakaar qui n'a pas bénéficié d'une investiture de sa coalition. Ça a été assez curieux. Je pense honnêtement que la défaite était donc inévitable. Elle était inévitable. On ne pouvait pas échapper parce qu'on était très mal organisé. Et je me pose toutes ces questions dans ce livre. Autre surprise également au chapitre politique, Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'à ce moment-là, vous étiez député, vous étiez très malheureux d'ailleurs parce que cette période-là, vous ne vous retrouvez pas en tant qu'homme politique. En tout cas, c'est pas la vision que vous faisiez de l'action politique et vous le dites dans le bouquin. C'est un passage aussi assez intéressant. C'était une surprise de voir Amadou Mame Diop à la place de Aminata Touré, qui était presque, en tout cas qui avait dirigé la campagne, ça coulait de source que Aminata Touré allait se retrouver au perchoir. Et surprise générale, Amadou Mame Diop se retrouve président de l'Assemblée nationale. Et vous avez encore une fois cette phrase, pour être précis, vous avez compris que la séparation des pouvoirs pouvait être une grande arnaque. Oui, je pense que c'était quand même une surprise. C'était une surprise. En tout cas, moi, jusqu'à la dernière minute, je ne m'attendais pas à ce que Amadou Mame Diop soit président de l'Assemblée nationale. Autrement dit, je m'attendais en toute logique que Aminata Touré soit présidente de l'Assemblée nationale. Et ça a été une surprise pour tout le monde. Et à ce niveau-là, j'ai compris que cela ne se jouait pas donc, au niveau du Parlement, mais cela se jouait à un niveau plus global, au niveau de la coalition, où il y a interférence entre nos députés et bien sûr l'exécutif. Oui, j'étais surpris de voir Aminata Touré, donc qui ne soit pas président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez sa frustration et après tout ce qui s'en est suivi? Je comprends sa frustration, mais il faut savoir que nous étions dans une coalition. Et quand on est dans une coalition, bon, on comprend des fois que une certaine logique
politique puisse accepter que les choses se jouent au niveau de ce que moi j'appelle une décision centrale acceptée de tout le monde. Je pense, et ça je le dis honnêtement, qu'il ne fallait pas en arriver là. Elle s'était investie dans le jeu pour les Sénégalais de manière générale. La tête de liste qui a conduit effectivement la campagne par définition serait donc tête de liste. Oui. Il m'a semblé, parce que j'étais dans le processus jusqu'au bout, que jusqu'à la dernière minute, donc elle-même, elle se disait qu'elle serait présente à l'Assemblée nationale. C'est dans la salle qu'elle a peut-être appris que ce ne serait pas le cas. Je pense que la politique peut avoir une élégance qui nous évite ce genre de choses. Il y a un minimum de déterminisme politique qu'il faut avoir. Je pense quand même que laisser les choses en suspens jusqu'à la dernière minute relève d'une politique de duperie, à mon avis. La politique, des fois, doit quand même convoquer une certaine élégance et une certaine logique par rapport au rapport de force. C'est vrai que c'était violent en voyant Mme Aminata Touré quitter l'hémicycle avec son sac complètement défiguré parce qu'elle avait compris. Vous en voulez au président Macky Sall Non, je n'en veux pas au président Macky Sall. Je pense que c'est les deux. Donc, on peut être échangé sur la question. Moi, j'analyse la question de façon plus distante. Je ne suis pas dans une logique d'en vouloir au président Macky Sall. Je dis simplement que ce n'est pas ma conception, moi, des choses en politique. Je pense que dans une situation comme ça, on pouvait effectivement donc régler les choses autrement que de les régler à la dernière minute et de cette manière. Oui. Cela me semblait être vraiment un jeu de dupes et c'est pas bon en politique. On pouvait, de manière plus responsable, régler les questions avant d'arriver au niveau de l'hémicycle. On connaît la suite, Mme Aminata Touré a participé à votre défaite. En même temps, le pouvoir a sa logique que la logique elle-même ignore. Dixit Abdoulaye Diouf Sarr. Ben oui. On va poursuivre sur le chapitre politique. Vous avez créé aujourd'hui votre parti, Renaissance républicaine. Ce livre, sont-ils un nouveau départ? On s'achemine vers les locales. Avez-vous des ambitions pour Yoff? On va en parler de Yoff. Mais aussi pour la ville de Dakar, parce qu'il y a une profession de foi qui a été republiée dans ce bouquin. J'ai créé effectivement Renaissance républicaine, qui est un parti majeur, qui aujourd'hui est en train de travailler à sa massification, qui se développe, qui a reçu son récépissé. Et je pense que sur des questions de choix stratégiques, je préfère laisser le soin au parti, dans le cadre de sa prochaine séance en congrès, ou dans le cadre de sa réunion du bureau stratégique, définir et réfléchir sur ces questions de choix par rapport aux élections futures. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Renaissance républicaine sera un parti présent, présent au niveau des échéances à venir. Oui. Donc la ville de Dakar, pourquoi pas? Je ne peux pas aujourd'hui vous en parler, parce que, encore une fois, quand on est dans un parti, il faut quand même laisser aux structures du parti le soin d'apporter les réponses stratégiques. Ça, c'est la réponse de l'élégant républicain, mais dans votre tête... Je viens de vous dire tout de suite qu'en politique, il faut un minimum d'élégance. Oui, bon, d'accord. Il faut un minimum d'élégance, sinon ça devient effectivement ce que j'appelle dans le livre des confréries politiques. Et dans une confrérie politique, celui qui dit et qui dicte tout et qui décide de tout, c'est le chef du parti. Nous, on ne crée pas une confrérie politique, on a créé un parti politique. Oui. D'avoir perdu la mairie de Yoff, est-ce que c'est un crève-cœur aujourd'hui encore? Non, mais moi je suis un démocrate, je suis un homme politique conscient que ce sont les populations qui décident. Les populations de Yoff ont décidé donc en 2022 de mettre mon jeune frère Seydina Issa Laye à la tête de la mairie de Yoff. Ça a été un choix. Je pense que ce choix-là, c'était le choix des Yoffois, que je respecte. Maintenant, aux échéances futures, Renaissance républicaine, après réflexion, aura son candidat donc à Yoff, et les populations de Yoff seront encore face à un autre choix. Je pense que c'est comme ça qu'il faut
concevoir les choses politiques. Oui, mais Yoff, vous, le Lébou le plus Saloum Saloum du Sénégal, comme vous dites dans le bouquin, avez été ministre, maire, parlementaire, gestionnaire de structures stratégiques. Mais au fond, vous dites que vous n'avez jamais cessé d'être un fils de Yoff et de Risso, formé dans les silences de la tradition, dans l'humilité des gestes quotidiens. Or, vous le dites vous-même, on vous a reproché à un moment donné d'avoir été distant, voire inaccessible aux Yoffois à un moment. Entre la République et votre territoire, vous avez choisi la République. Est-ce que vous avez quand même un regret par rapport à votre comportement à Yoff? Je salue les Kaolackois au passage. Hein. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que je suis le Lébou le plus Saloum Saloum. Oui. Une ville de cœur, hein, que j'aime de tout mon cœur. Je m'excuse de la répétition. Je salue mes parents de Risso, Oui. parce que Risso, c'est le pays de Damel, et moi-même, ma grand-mère vient de Risso-Fall, Oui. dans le Cayor. Oui. Je salue effectivement mes parents de Yoff. Moi-même, je suis Ndajire wa Yoff. Je suis donc désolé hein, de parler comme ça, mais Oui. il est important de positionner effectivement les choses et de dire le pourquoi de chaque phrase contenue dans ce livre. Oui, Yoff est quand même important pour moi. Yoff est très très important pour moi. Et à ce niveau-là, j'ai été ministre, maire, et à ce niveau, il faut reconnaître que la fonction de ministre-maire est une fonction très lourde. Et je dis dans le livre que je suis contre le cumul des mandats. Des mandats, bien sûr. Et le cumul des mandats fait des fois qu'on est donc un peu écartelé entre la charge républicaine, la charge de l'État et la charge du territoire. J'avoue qu'en pleine crise Covid, je n'étais pas accessible pour les populations de Yoff. J'étais focus sur le combat national, j'étais focus sur la lutte contre Covid, j'étais focus sur tout ce qui, bien entendu, était gouvernement. Et quelque part, pour ne pas dire délaissé, j'avais bien entendu délégué la gestion territoriale. Parce que c'est ce qu'il fallait faire, c'est l'arbitrage qu'il fallait opérer. C'est pourquoi je reviens sur cette question du cumul des mandats. Et je le dis dans le livre que la seule chose qu'un ministre ne doit pas effectivement... Le seul cumul qui est autorisé à un ministre, c'est d'être ministre et chef de famille. Absolument. C'est la seule chose. Oui. Mais sinon, un ministre, c'est un ministre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse être ministre et autre chose dans le pays. Oui. Et ça, je pense que à ce niveau, ça a été beaucoup ça a été, en tout cas, ça a beaucoup impacté sur le résultat politique que j'ai eu. Oui. Cette distance, pour ne pas dire ce fossé, qui s'est creusé entre vous et les populations de Yoff, vraiment sans regret? Non, c'était un fossé creusé par une circonstance. Hein. Je devais m'occuper des Sénégalais de manière générale, dont les Yoffois. Et l'activité territoriale de tous les jours ne pouvait pas se faire de la manière la plus assidue. Oui. Et tout cela était quelque part interprété comme étant donc un manque d'accessibilité. Oui. Et c'est pourquoi il faut, à mon avis, j'en tire les conclusions, que quand on est donc ministre dans un gouvernement, on ne doit pas pouvoir être maire d'une collectivité. Parce que j'en ai effectivement la preuve par moi-même que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, sinon impossible. Il y a aussi l'affaire Tobago. La solidarité gouvernementale dans cette affaire était difficile à avaler parce que ce dossier brûlant concernait des membres de votre commune. À Yoff, on vous a aussi présenté comme un allié de l'État contre les intérêts lébous. Est-ce que, là aussi, vous avez des regrets dans votre positionnement? Non, on n'a pas de regrets. Hein. Quand on s'occupe d'un dossier d'État, on s'occupe du dossier d'État avec responsabilité. Mais il est bon, après, d'expliquer. Expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce dossier, il y avait une très très grande confusion.
j'étais ministre du Tourisme et des Transports aériens. Absolument. Et donc, sur ce dossier, l'assiette de l'aéroport qui était sous ma tutelle était concernée. Et après avoir alerté, il s'est suivi tout ce qui s'est passé par la suite. Parce que je suis de la communauté, on peut penser quelque part que ce qui s'est passé par la suite et qui n'avait pas toujours été de l'intérêt d'une partie de ma communauté était déclenché par un fils du terroir. C'est à ce niveau-là que je dis, des fois, on est dans ce que moi j'appelle cette solitude-là. On n'a pas donc possibilité de dire, parce qu'on a une charge d'État, de dire à sa communauté non, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais avec froideur, on assume, en espérant que le temps étant le meilleur juge, un jour ils vont comprendre que c'est les charges de la République et de l'État qui, bien entendu, ont primé sur toute autre considération. Parce qu'il faut expliquer ce qui s'est passé. Des gens ont osé abattre le mur ce qui s'est passé pour aménager des parcelles dans le périmètre de l'aéroport. Ce qui s'est passé à Tobago était, de mon point de vue, et dans la logique du ministre des Transports aériens que j'étais, inadmissible. On ne pouvait pas donc remettre en cause les questions de sécurité et de sûreté dans l'aéroport pour abattre le mur de l'aéroport et bien entendu le déplacer. Donc la responsabilité de l'État, c'était de remettre tout cela. Parce que vous parlez de spéculateurs fonciers. Notre aéroport pouvait être blacklisté. Et si l'aéroport est blacklisté pour des considérations de cette nature, c'est toute la responsabilité de l'État qui a engagé et nous ne pouvions pas tolérer cela. Oui. La gestion du foncier, c'est un grand dossier. D'une certaine manière, en parlant de spéculateurs fonciers, vous apportez de l'eau au moulin du nouveau gouvernement qui aussi a pris les dossiers concernant le foncier à bras-le-corps. À quel point ces dossiers sont problématiques? On vient de parler de l'affaire de Cité Tobago. Votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Le sujet du foncier est un sujet assez problématique. Je pense que l'État, en son temps, avait confié au professeur Souran le soin de faire un rapport sur la question. Et ça ne concerne pas Dakar seulement, ça concerne le pays de manière générale. Et je pense que l'État doit, à ce niveau-là, être extrêmement prudent. Parce que très souvent, ce sont des intérêts, et surtout des intérêts autochtones qui sont remis en cause. S'il faut les remettre en cause, il faut les remettre en cause sur des considérations justes. Le nouveau gouvernement a pris des décisions courageuses. Ce que j'appelle considération juste, c'est faire en sorte que les populations qui sont effectivement autochtones ne soient pas effectivement donc lésées dans leurs droits. Et ça, je pense quand même qu'il faut y veiller parce que c'est véritablement une bombe. Le foncier, c'est une bombe. Absolument. Il faut l'aborder avec beaucoup de délicatesse parce que ça fait partie des dossiers les plus délicats. On va presque terminer, mais j'aimerais évoquer 2 à 3 sujets encore qui avaient défrayé la chronique. En tant que ministre du Tourisme et des Transports aériens en 2014, pour relancer le tourisme, vous êtes à l'origine de la proposition de supprimer le visa, qui n'avait pas fait l'unanimité, dites-vous, en Conseil des ministres. Le nouveau gouvernement envisage de réinstaurer la réciprocité des visas. Quel est votre avis? D'abord, mon avis au moment de supprimer le visa. Nous étions effectivement dans un contexte Sénégal post-Ebola. Le tourisme de notre pays avait énormément de difficultés. Il y avait effectivement besoin de prendre des mesures pour attirer les touristes au Sénégal. Il fallait prendre des décisions. À mon avis, dans ce contexte précis, ce n'était pas logique ni cohérent d'imposer donc systématiquement des visas aux touristes. Il fallait que le Sénégal développe des stratégies pour donc faire revivre le secteur. C'est pourquoi en son temps, parmi les mesures que j'avais préconisées, il y avait la suppression du visa. Et c'était une mesure économique qui se complétait aisément avec un Sénégal post-Ebola qui avait besoin de s'ouvrir pour attirer les touristes. Il y avait d'ailleurs, entre autres mesures, le crédit hôtelier qu'il fallait donc installer pour permettre à nos réceptifs
de se moderniser. Il y avait la Casamance, zone spéciale touristique, et j'en passe. Oui. Donc oui, en son temps, il était pertinent donc de regarder la question sur le plan économique. Oui. Maintenant, de manière générale, est-ce qu'il faut être dans les logiques de réciprocité? Il faut, à mon avis, apprécier les choses au cas par cas. Il faut apprécier les choses au cas par cas, en sachant qu'un État, bon, a ses intérêts. Et à chaque fois, regarder les choses de manière très froide, très lucide et très responsable, apprécier au cas par cas et prendre des décisions, ne pas prendre une décision générale comme ça en disant que bon, nous appliquons la réciprocité tout azimut, tout en n'analysant pas la situation au cas par cas. Au cas par cas. Autre dossier, en 2015, l'affaire UCG en tant qu'entente Dakar, ça vous fait sourire parce que c'était un tollé général. L'UCG a pris le relais de l'entente Dakar, acte jugé arbitraire par le maire d'alors, Khalifa Sall. Rappelons que l'entente recevait à ce moment-là une subvention de 12 milliards de francs CFA de l'État. Est-ce que vous ne reconnaissez pas aujourd'hui que ce dossier était purement politique quand même pour empêcher à Khalifa Sall d'avancer? Je ne le pense pas, hein, je ne le pense pas. Je pense quand même qu'en son temps, il y avait quelques difficultés sur la gestion des ordures à Dakar. C'est pas faux. Avec l'entente Dakar. Oui. Il y avait énormément de problèmes d'insalubrité à Dakar. Et dans une situation comme celle-là, quand les populations, surtout dans une ville capitale, sont insatisfaites, Oui. ces populations ne regardent pas du côté de l'autorité territoriale. Oui. Les populations indexent toujours l'État central. Le décor n'était pas beau à voir. C'est pourquoi il fallait, à mon avis, prendre donc des mesures. On a essayé, dans les frontières de l'entente Dakar, de régler la question, mais moi j'étais convaincu que la question était plus profonde. Et surtout la pression du président Macky Sall aussi, hein. Il a mis beaucoup de pression sur vous. Non, il n'y a pas de pression. Le président Macky Sall ne met pas de pression dans ces dossiers. Le président Macky Sall donc, travaille de manière objective sur des questions comme ça, demande aux techniciens d'analyser et de lui proposer des solutions. Et je pense quand même que la solution qui a été préconisée, avec le temps, nous a permis de savoir que c'était la bonne solution, parce que l'UCG a été, bien entendu, donc mise en scène, hein, avec les résultats donc, que ça a produit. Et aujourd'hui, l'UCG est transformé en Sonaged, je pense. Et c'est une boîte qui est en train de faire des résultats. Mais tout cela a été déclenché par, bien sûr, ce dossier-là autour de l'entente Dakar. Et si aujourd'hui on a Sonaged, une société performante qui a de la perspective avec une revalorisation des techniciens de surface, c'est parce que il a fallu... cette décision était la meilleure. Une décision importante pour restructurer les choses et les installer dans une logique durable. Khalifa Sall ne l'entendait pas de cette oreille, hein, en tout cas. Oui, mais c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal. Khalifa, en son temps, était le PCA de l'entente Dakar avec Moussa Tine. Il faisait du travail tenant compte, bien sûr, de leurs moyens, des moyens qu'ils avaient en son temps. Je ne juge pas, donc, a posteriori ce qu'ils ont fait. Mais ce qui a été fait, après la décision qu'on a prise, a donné, à mon avis, un bon résultat. Au passage, d'ailleurs, je salue Khalifa Ababacar Sall parce qu'on a quand même des relations toutes particulières que je souligne dans ce livre. Absolument. Mais entre la relation affective directe et la gestion de l'État, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Hein. Quand l'État appelle, on a cette froideur et cette objectivité de décision de l'État qui n'ont absolument rien à voir avec les relations interpersonnelles. Alors, pour finir, vous avez cette phrase, c'est souvent lorsque l'on croit maîtriser l'agenda que le ciel vient nous rappeler la précarité des fonctions terrestres. Vous me voyez venir, je parle de l'incident au service néonatologie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy avec 11 nouveau-nés emportés par les flammes. Cet accident malheureux a sonné le glas de votre présence au gouvernement fin mai 2022. Vous aviez tout de suite, dites-vous, compris que c'est la fin de votre présence au gouvernement. En ce moment-là, vous étiez à Genève. Oui, j'étais à Genève pour l'Assemblée mondiale de la santé, où il fallait
remplacer, ou en tout cas évoquer la question du remplacement du docteur Tedros. Tout à fait. Et le coup de fil m'est venu de Dakar. De Dakar. Pour dire qu'il se passe quelque chose à Tivaouane. Oui. Et je reviens sur ce dossier et je suis revenu rapidement. Après consultation et échange avec le chef de l'État, je suis revenu pour gérer la crise. Oui. Mais racontez-nous ces moments parce que c'est la fin de votre présence au gouvernement. Vous vous apprêtiez à faire une réunion, si ma mémoire est fidèle, de l'évaluation de la mission. Vous recevez ce coup de fil. Il y a même un dignitaire politique qui vous conseille de démissionner pour transformer. Mais tout à fait. Oui. Tout à fait. Et c'est dans l'avion, au retour, dans l'avion qui me ramenait sur Dakar, que j'ai eu énormément à réfléchir sur Bien sûr. la responsabilité face à une telle situation. Oui. J'ai compris que... Parce que ce dignitaire, il vous demandait de démissionner pour transformer cet accident en opportunité politique. En opportunité politique. Et dès que je suis descendu de l'avion, après avoir vraiment réfléchi en me disant qu'il y a eu effectivement des précédents. Absolument. Il y a eu Linguère. Il y a eu Linguère. Il y a eu la parturiente à Louga. Il y a eu Louga. Louga, la dame Astou Sorna, je pense qu'elle s'appelle, qui est décédée en couche. Voilà. Beaucoup d'événements, tout le monde demandait la tête, entre guillemets, d'Abdoulaye Youssa. À Linguère, on a sanctionné les sages-femmes. À Louga, on a sanctionné le directeur. Oui. Et quand ce dossier s'est posé, bon, écoute, il fallait donc faire monter le curseur et réclamer, bien entendu, la tête du ministre. C'est tout à fait logique. Oui. Mais moi, j'appréhende effectivement la fonction politique comme étant une fonction, des fois, il faut jouer le rôle de fusible. Jouer le rôle de fusible, c'est accepter de partir pour que l'onde de choc ne traverse pas pour atteindre les sommets. Tout à fait. Et à ce niveau-là, bon, ça a été le cas. Oui, quand je suis descendu, il y a un grand dignitaire politique qui m'a appelé en me disant « Mais vous allez à Tivaouane ?» C'est qui alors? Il me dit « Mais ce qu'il faut faire, Abdoulaye, dès que tu arrives, il faut, après avoir parlé à la presse, vous déclarer votre démission. C'est une formidable opportunité pour donc... Mais c'est qui, si ce n'est pas indiscret? C'est une formidable opportunité pour donc transformer la situation en votre faveur. J'ai dit non, c'est pas ma conception de l'État et de mes rapports avec mon autorité. Et je lui laisse l'initiative parce que c'est cette initiative qu'il prend qui va le grandir. Et je remercie au passage le président Macky Sall parce qu'il a eu l'élégance même de m'associer donc au processus du choix de mon remplaçant en me disant « Mais Abdoulaye, ne t'en faites pas, je vais d'ailleurs prendre quelqu'un de votre équipe pour ne pas donner l'impression que c'est une sanction. » Il pouvait ne pas le faire, mais il l'a fait. Vous ne direz pas, c'est le nom du dignitaire? Non, si je devais le dire, je le dirais dans le livre. Dans le livre, oui. Vous avez accepté donc d'être sacrifié sur l'autel de l'apaisement de l'opinion. Ce choix, bien qu'injuste au fond, dites-vous, s'inscrivait dans une logique d'équilibre politique face à une opinion survoltée. Est-ce à dire que c'est un sentiment d'injustice qui prédomine aujourd'hui? Bon, un sentiment d'injustice, non, je ne le pense pas. J'ai toujours considéré, et je le dis dans le livre, que ce que je fais dans la gestion de la gouvernance, je le fais comme missionnaire. Pour moi, c'était effectivement la fin d'une mission. Mais a posteriori, je suis dans une analyse. Je dis quelque part que le fusible est un fusible. Il fallait absolument donc que le ministre parte pour abaisser la tension. Il y avait une clameur telle que cette mesure était une mesure qui pouvait effectivement atténuer les tensions au niveau du pays. Ouais. Mais je ne le considère pas comme étant injuste parce que fondamentalement, c'était ce qu'il fallait faire pour atténuer les tensions dans le pays. Très bien. Merci beaucoup Abdoulaye Diouf Sarr. Je vous remercie, cher. On va s'arrêter là. Comme on dit en Wolof, merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je demande à tous les amis, à tous les Sénégalais et les Sénégalaises de lire ce livre. Oui, très intéressant. Dans ce livre, ce n'est pas une biographie ni une autobiographie, ce n'est pas mon parcours qui est intéressant dans le livre. Mais ce sont les leçons donc, que l'on peut tirer
et ce qu'on peut apprendre par rapport à chaque circonstance qu'il faut aller rechercher dans ce livre. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Evenprod. C'est votre première intervention audiovisuelle à la suite donc de la publication de ce livre Sans bruit. Nous vous souhaitons une belle année 2026. Je vous remercie. Je souhaite à Evenprod et à toutes les Sénégalaises et aux Sénégalais une très bonne année 2026. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos contenus. À bientôt.